Donc ce matin, on va parler de conception et de fusion 360 et voir aujourd'hui comment le logiciel est utilisé dans des domaines assez différents. Donc on a eu ce talk avec Kevin qui nous a présenté la plateforme en tant que telle, mais là on va vraiment voir comment est-ce qu'elle est utilisée grâce à des cas pratiques. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir un retour d'expérience dans le milieu hospitalier, du coup avec Giovanni, et dans le secteur en fait des drones, grâce à Bruno. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&A. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat général. Je vous invite vraiment à les poser dans l'onglet Q&A sur la droite de votre écran, tout simplement parce que c'est plus facile à la fin pour les reprendre et pour justement y répondre. Alors, sachez que vous pouvez les poser de façon anonyme ou pas, et vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent également les plus pertinentes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais commencer par avant de laisser la parole à Giovanni, simplement pour mieux comprendre la place aujourd'hui que Fusion 360 a sur ce marché des logiciels de CAO-FAO. Et avant cela, une statistique qui me paraissait intéressante justement sur ce marché des logiciels 3D. Alors, selon une étude qui a été publiée, c'était l'année dernière, par The Business Research Company, ce marché il atteindrait une valeur de 13,54 milliards de dollars en 2026, ce qui correspond à une croissance annuelle de 7,6%. Une croissance qui est particulièrement portée par le secteur de l'automobile, mais pas que, bien évidemment. Alors, voilà, c'est un secteur qui bouge, dans lequel on va retrouver la solution Fusion 360, un outil qui est aujourd'hui particulièrement prisé par l'industrie, de par ses fonctionnalités. Donc, on l'a vu précédemment et on le verra pendant vraiment ces 2 jours, mais c'est un véritable couteau suisse. C'est un logiciel qui est intégré, qui est connecté, collaboratif, qui vous permettra de faciliter au mieux la création d'un produit, de sa conception jusqu'à sa fabrication. Ah, super. Bonjour Bruno. Voilà, donc Bruno nous rejoint. Bienvenue. Ça tombe bien parce que mon introduction, voilà. On va parler de différentes méthodes de fabrication, que ce soit de la découpe laser, de l'assemblage, l'impression 3D ou encore de la cave. Voilà, je vais laisser du coup la parole à nos intervenants. Je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&A qui est sur du coup la droite de votre écran, voilà, pour que ce soit plus facile par la suite d'y répondre. On prendra un temps à la fin de cette table ronde, donc surtout n'hésitez pas. Giovanni, ce que je vous propose, c'est de commencer, si vous voulez partager du coup votre présentation. Oui, bien sûr. 2 petites secondes. Juste Bruno, du coup, c'est bon, je pense qu'on vous entend. Vous aviez coupé votre micro, mais ça devrait marcher. Alors, juste pour préciser, ici, nous sommes dans un open space et l'équipe est gentille, mais des fois, ils sont excités aussi. Et donc, si je peux commencer? Oui, allez-y. Merci, Giovanni. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Giovanni Bruno, comme l'a précisé Mélanie. J'aimerais remercier les organisateurs pour l'invitation, notamment Mélanie, Marc, Florian pour l'accueil depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu sur les applications dans le secteur hospitalier et présenter un petit peu notre métier chez Aspida. Donc comme moi, à la base, je suis spécialiste en impression 3D, fabrication additive par frittage sélectif laser, stéréolithographie, binder jetting, entre autres. Mais aujourd'hui, on va utiliser d'autres méthodes pour expliquer notre stratégie de conception. Et voilà. Donc, si j'avance sur votre écran. Donc, Aspida, on aime bien dire qu'on est expert dans le traitement de l'air avec une excellence en confinement et nous travaillons dans 2
branches principales, donc la santé publique et l'industriel, on va dire, qui comprend le biotech, le medtech, le spatial. Donc, on a réalisé plusieurs projets dans deux domaines. Et, nos produits, ils ont une expertise similaire, mais ils ont quand même quelques spécificités qui nous permettent de créer des applications de pointe pour les deux branches. Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc un projet qui est en cours sur notre branche de santé publique. Donc, je voulais juste préciser que les solutions apportées par Aspida sont des solutions clés en main, comme on aime bien dire, et on propose donc des augmentations aux infrastructures qui souvent sont déjà existantes, mais aussi des produits qui sont en développement interne chez Aspida. Donc, juste pour montrer quelques exemples des conceptions adaptées que nous faisons pour nos projets. Donc, nous concevons on dirait une enveloppe parfaite pour s'adapter aux contraintes au process, aux exigences du produit et à chaque contexte. Donc ici, il y a juste quelques exemples des structures qu'on peut utiliser pour faire nos conceptions sur mesure. Donc, du gonflable, du rigide, du souple, du tissu, peu importe les types de matériaux, soit métal, polymère ou composite. Bref, donc il y a une large gamme d'options selon les contraintes imposées par l'environnement du client. Pardon. Et donc, pour le projet que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un projet en cours donc, avec l'hôpital Royal Melbourne Hospital en Australie, qui nous ont trouvé avec deux besoins. Ils voulaient créer des chambres de confinement pour des patients infectieux aux standards internationaux en modifiant des chambres existantes sans arrêt du service dans l'hôpital. Et donc, Aspida a proposé ces solutions, donc la création d'un système de ventilation et des sas d'entrée plug and play. Ça veut dire que le produit, il est fait sur mesure, il est installé et après, il faut juste allumer. Pas juste ça, mais presque. Et donc, nous faisons la dimension technique sur mesure et la rétroconception à distance pour faire évoluer les designs avec le client. Donc, pour vous montrer un peu de notre méthode de rétroconception, on reçoit les prises des côtes réalisées sur place, et certains détails par photo et par vidéo. Et là, on commence à faire la reproduction sur fusion. Donc, là, j'ai mis juste le 2D pour montrer un peu l'espace. Et on va focaliser surtout sur les éléments essentiels. Ça veut dire, donc sur le schéma, on voit les deux chambres que l'hôpital veut modifier. Et là, c'est la zone entre les deux, c'est où on va installer notre SAS pour permettre de contrôler l'environnement des deux chambres. Et donc là, j'ai marqué où ça sera notre zone de travail qu'on va focaliser sur les éléments essentiels et avoir plus de détails dans notre conception. Et donc là, avec les petites photos de détails qui nous ont précisé les clients et notre zone de travail, j'ai su donc déjà monter les 3D des chambres. Et à partir de là, on va commencer à observer les éléments qui sont présents dans l'hôpital qui peuvent interférer dans notre conception sur mesure. Donc ici, j'ai des exemples. Donc, dans cette zone, on voit les rendus faits sur fusion et les bâtiments existants. Et on peut voir, par exemple, on va voir après, que cette caméra-là et le modem Wi-Fi, c'est deux simples objets, mais ils sont insérés dans un contexte qui vont interférer avec notre conception. Tout ce qui est extérieur, pour le moment, on a enlevé, notamment la porte qui est là. Donc ici, c'est d'autres exemples. La porte a été enlevée, les observations que nous faisons pour
commencer à analyser la zone où on va faire notre projet sur mesure. Et ici, à l'intérieur de la chambre, donc le même. Donc, c'est intéressant de voir ici sur le plafond, à la photo à gauche du bâtiment existant, qu'il y a un luminaire, qu'il y a des trous. On peut bien voir le trou et ça va interférer avec notre étanchéité qu'on doit apporter avec notre produit. Et une bonne solution donc pour fermer ces trous sur le luminaire, c'est faire une pièce par impression 3D à distance, sur mesure, ce qui est intéressant juste de préciser, même si on ne parle pas de fabrication additive. Et donc, à partir de la rétroconception du bâtiment existant et des éléments qu'on a construits ou qu'on a vus sur le rendu, on va passer sur la conception sur mesure. Et donc, pour notre produit, on a créé donc, une centrale traitement d'air sur fusion. Donc, on voit à gauche les dessins 3D. Le rendu, il est un peu blanc parce que j'ai un peu trop augmenté la luminosité, mais ce n'est pas grave. Là, on peut voir déjà le caisson en fabrication, donc qui est parti en peinture. Et comme c'est un projet en cours, c'est dommage, je n'ai pas la dernière photo, donc on restera sur l'image des fabrications. Et juste à côté, donc sur Fusion aussi, je peux vous montrer la structure du châssis qu'on a construit sur mesure. Je vais vous montrer après dans la chambre. Pour la structure d'étanchéité et le support des gaines que je vais aussi vous détailler juste après. Donc là, c'est juste une petite vidéo qui... je ne sais pas si elle se passe bien. Ouais, pas trop. Bon, c'est juste pour montrer la structure. Et hop, voilà. Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu donc, notre conception. À partir de la construction, de la rétroconception de la chambre existante, on a pu concevoir donc la centrale traitement d'air qui a été insérée dans cet espace-là, la structure d'étanchéité avec ses gaines de ventilation, et après 3 portes automatiques qui sont interloquées. Ça veut dire que ces portes-là, elles ne s'ouvrent pas simultanément. Il y a une porte qui ouvre, on rentre, et après elle se ferme, et les autres peuvent être ouvertes. Et sur ce, juste pour résumer un peu le fonctionnement de notre produit, donc il y a de l'air contaminé, disons des patients infectieux qui sont dans deux chambres, et cet air, il est aspiré par la centrale traitement d'air en mettant les deux chambres en dépression, et après, cet air, il est filtré par la centrale traitement d'air et libéré propre. Et donc, c'est cet air propre qui peut passer après par la porte automatique et être réinjecté dans la chambre. Et comme ça, on peut contrôler et équilibrer l'air dans tous les environnements. Donc, les chambres, le sas et le couloir, en relation au couloir. Et ici, donc, une fois cette partie réalisée, on peut permettre au client de s'approprier du concept du produit une fois finalisé. Donc, ici, il y a 3 images de la vision du couloir dans une chambre et dans l'autre chambre. Et à partir de là, on peut passer à l'implémentation des finitions de la vitrophanie, de l'illumination des équipements, ou de tout ce qui est moins structurel et dimensionnant. Et du coup, dans notre stratégie de conception, les prochaines étapes sont principalement l'automatisation des prises des côtes. Et, on avait un joli projet à Monaco, on a installé une dizaine de sas, et on a essayé, donc juste avec Marc Rivaux, de faire une première avec le scan 3D pour récupérer les côtes. Mais malheureusement, petite anecdote, ça a été livré avec un peu de retard par la poste et on n'a pas pu faire. Du coup, on a fait la prise de côte au laser, comme d'habitude. Mais une prochaine fois, on va démarrer là-dessus. Et donc, notre idée avec l'automatisation, c'est aussi aider mieux les clients à s'approprier du produit qu'il va recevoir dans son environnement.
Et Aspida aussi envisage une évolution vers la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Mais si j'ai mis un exemple qui a été publié par Dassault Systèmes, justement dans l'environnement avec une réalité augmentée qui montrait les flux d'air dans l'espace. Et c'est exactement le métier d'Aspida. Donc, c'est dans ce chemin-là qu'on aimerait bien partir. Et voilà, donc petit résumé d'un produit. Et nous sommes très intéressés de savoir comment vous faites votre rétroconception aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette présentation. Alors, on reviendra du coup aux questions par la suite. Je vais laisser la parole du coup à Bruno. Parfait. Du coup, je vais présenter vite la boîte. Donc, en fait, VR3D, c'est une entreprise assez jeune qui a été construite, qui a été créée en 2018 par Monsieur Mandier et son associé Julien Chapuis. Et donc, du coup, nous, dans la boîte, on travaille beaucoup avec on a beaucoup de technologies. On est basé en Savoie, à Challes-les-Eaux. Et on est en train de créer un pôle en Normandie. Du coup, s'il y a moyen d'avoir le slide suivant. Yes. Au niveau de nos certifications, on a eu la certification par le cabinet Veritas en 2018. C'est une certification en fait qui nous donne une légitimité parce qu'en fait on fait on fait énormément de relevés topographiques. J'expliquerai ça après. Et on est aussi la première entreprise en France à utiliser du matériel avec les capteurs RTK qui nous permettent d'avoir une grande précision au centimètre sur les levées qu'on fait. Du coup, slide suivant, yes. Donc nous, au niveau des activités, on fait tout ce qui est on fait des relevés topographiques 3D, du BIM architecture que j'expliquerai ensuite, et recollement réseau. De toute façon, je vais vous présenter tout ça. Pour le relevé topographique, alors du coup, ça consiste en quoi? On fait par drone énormément de photos qui ont un recouvrement d'une photo sur l'autre à 70%. Et ça nous permet donc du coup d'avoir en fait par le biais de superposition, d'avoir une cartographie complète d'un lieu ou d'un bâtiment. Donc là, pour la partie topographique, on fait de l'acquisition de données essentiellement par drone. Et pour tout ce qui est après l'exploitation, s'il y a possibilité d'avoir le slide suivant. Du coup, c'est pas la bonne, c'est pas le bon PDF, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, on a tout ce qui est, en fait, on a des missions qui sont, par exemple, d'aller scanner, enfin d'aller faire un relevé topographique sur des lits de rivière. Et en fait, ça nous permet d'avoir l'emprise de la rivière pour après faire des mises à jour d'évolution en fonction des affluents. Pour tout ce qui est donc BIM architecture, du coup, ouais, on est là-dessus. BIM architecture, en gros, c'est tout ce qui est scan de bâtiment, puis après tout ce qui est création de plans en 3D, de rendu photoréalistique pour tout ce qui est des cabinets d'art. On peut faire aussi des immersions 3D parce qu'on a des scanners portatifs qui nous permettent en fait de faire déjà des plans extérieurs, faire des relevés intérieurs pour avoir la taille des pièces. Et donc du coup, c'est très pratique pour les architectes derrière si jamais il y a des travaux à faire ou même pour présenter des projets. Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de photos après.
Et après, on fait tout ce qui est donc règlement réseau, donc des grosses entreprises de TP qui ont besoin de faire des relevés par rapport à des canalisations d'eau fluviale ou des canalisations électriques. Et donc, toujours pareil, par drone et avec des cannes GoPro, on arrive à cartographier ces réseaux-là et eux, pour après, derrière l'implantation et le cheminement, ça les aide énormément à être le plus précis possible au niveau de leur implantation et au niveau de la gestion de leurs travaux, quoi. Donc pour ma partie, au niveau de mon parcours, donc j'ai été dans l'armée de l'air pendant 10 ans en tant que mécanicien aéronautique. Et donc à la fin de ma carrière, je me suis dit que voilà, j'aimerais bien partir dans les drones, mais avec une composante de modélisation 3D. C'est pour ça que je me suis tourné vers F3DF, qui m'avait été recommandé pour passer cette certification de modélisation 3D Fusion 360. Pour la simple et bonne raison que déjà par rapport à moi, je fais du drone, disons en hobby, en partie privée, et ça m'aidait énormément à pouvoir réparer mon drone à moindre coût. Donc du coup, qui était impression 3D, c'était super intéressant de mon côté. Et puis surtout parce que c'est un champ d'expertise qui, du coup, dans le domaine de l'entreprise où je travaille, qui va bientôt être mis en avant. Du coup, s'il y a moyen d'avoir le slide suivant. Du coup, voilà. Du coup, dans l'entreprise, on essaye de voir pour développer un pôle de conception et d'électro-ingénierie. Donc là, sur les photos que vous pouvez voir, on s'est retrouvé face à une problématique qui était par rapport au drone qu'on utilise. Donc là, c'est un drone pour de la captation vidéo seulement. Et comme on est en Savoie, le problème, c'est que on travaille souvent dans des endroits qui sont enneigés. Et le drone n'était pas adapté, en fait, à un environnement où à se poser dans la neige. C'était pas faisable. On n'avait pas réussi à trouver d'autres solutions, surtout qu'au niveau on aurait pu mettre un pad en dessous, mais il suffit que la neige fonde et du coup on a des problèmes pour l'atterrissage. Donc on a trouvé cette solution qui était de modéliser une extension au niveau des pieds de ce drone-là. Et donc du coup ça a été à ma charge en fait de modéliser par Fusion 360 et puis après une impression en ABS via Cura en tant que slicer. Pour trouver une solution et trouver quelque chose qui puisse nous aider en fait à continuer nos missions. Donc ça a été un des premiers projets qu'on a commencé à réfléchir et penser et on s'est dit tiens, ce serait pas mal d'ouvrir un pôle là-dessus officiellement pour proposer à d'autres entreprises qui pourraient avoir le même problème. Parce qu'actuellement, le souci, c'est que les drones, ça avance très vite, mais comme les environnements sont très différents d'une utilisation à l'autre, il n'y a pas toujours des solutions qui sont prévues pour cas spécifiques. Grâce à l'implantation 3D, d'en faire quelque chose et d'avoir quelque chose à proposer pour puisse évoluer dans le drone à sa manière, quoi. On a fait des petites choses un petit peu aussi comme ça, des supports de cannes de GoPro, justement pour tout ce qui est recollement réseau, parce que en plus du drone, on a un process avec une canne GoPro qui nous permet en fait de suivre les linéaires réseau. Et donc du coup, il n'y avait pas de canne GoPro avant. Donc, on a dû réfléchir à un concept pour proposer aux clients une solution clé en main avec justement l'impression 3D, une canne qu'on a adaptée et justement le support GoPro qui n'était pas prévu par rapport à cette canne, quoi. Donc, c'est plein de solutions qu'on essaye de développer et qui nous aident au quotidien, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Bruno pour cette présentation. Alors, juste une petite question avant de prendre celle du coup des participants sur la partie du coup du marché du drone. Comment se passe justement votre workflow de modélisation? C'est-à-dire que demain vous avez besoin justement d'une pièce pour je sais pas, réparer un drone ou améliorer certaines de ses fonctionnalités. Du coup, est-ce que vous partez d'un scan 3D du drone? Est-ce que vous modélisez tout à partir de zéro sur Fusion 360? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu une idée de ce workflow? Bien sûr, bah, en fait, ça dépendra surtout du projet de base. Si c'est comme pour là, des pieds supplémentaires qui n'ont pas été prévus par le constructeur, bah, forcément, il va falloir qu'on ait une sorte de benchmark pour créer un projet de A à Z via Fusion 360 en fonction des codes qu'on aura appris. Après, là, on réfléchissait aussi, donc on a fait l'acquisition d'un scanner RevoPop 2 pour après faire du scan de pièces en avance de phase, parce qu'on sait on a des parties fragiles sur les drones. Et donc, du coup, en avance de phase, on a scanné certaines pièces que du coup, j'ai pu remodéliser, retravailler. Et comme ça, on a un pôle de pièces qui est déjà prévu en STL si jamais on a une casse ou quoi. Ça va nous permettre de réduire en fait tout ça du drone et donc éviter des temps d'attente trop longs pour reprendre. Donc on essaye à ce niveau-là d'avoir un panel d'un point de vue une nouvelle conception réparation rétro-ingénierie. Merci beaucoup Bruno. Alors je reste du coup avec vous parce qu'il y a une question pour vous Bruno. Vous travaillez du coup en lien avec le BIM, comme on l'a vu du coup dans votre présentation. Est-ce que vous utilisez Fusion 360 pour concevoir des objets et les joindre dans vos maquettes? C'était une possibilité effectivement qu'on a envisagée, mais à l'heure actuelle on n'a pas porté le projet jusqu'à une impression finale. Mais effectivement, ça nous est arrivé de scanner des chalets avec un projet derrière et compagnie. Et effectivement, on avait pensé fournir des maquettes 3D, des projets en lien avec les architectes pour avoir quelque chose de physique à présenter sur un projet et pas seulement numérique. Merci Bruno. Alors moi j'ai une question pour Giovanni, parce que du coup vous travaillez quand même dans le milieu hospitalier qui est du coup soumis à pas mal d'exigences et de contraintes. Est-ce que justement vous rencontrez, quels sont les défis de conception que vous allez rencontrer dans ce secteur-là? Absolument. Bah, je pense que le principal défi, c'est les imperfections du bâtiment, principalement des bâtiments existants qui ont été construits depuis longtemps. Donc oui, on fait des prises de côtes, on essaye d'être le plus précis possible. Et comme on fait des conceptions sur mesure, souvent on arrive sur place et des fois on fait ces conceptions à distance. Et les bâtiments, il n'est pas tout à fait droit, le plafond il est ballonné, le mur il tombe vers le côté. Donc ça c'est un grand défi. On a plusieurs techniques pour éviter ce type de problème, mais c'est quand même quelque chose qui est souvent présent dans nos conceptions. Parce que justement, vous travaillez aujourd'hui avec l'hôpital de Melbourne, ce qui est quand même pas du coup la porte à côté. Comment vous faites du coup ce travail à distance par rapport à du coup cette partie modélisation versus l'installation du coup de vos chambres et de votre SAS? Voilà, comment ça se passe? Alors, je pourrais dire qu'on prend de la marge, j'aimerais dire, mais c'est pas le cas parce qu'on doit être étanche contre la structure existante. Donc, c'est pas qu'on peut construire et concevoir une structure beaucoup plus petite que le bâtiment existant. Donc, on doit être au millimètre près sur ce qui existe, mais par millimètre près. On évite d'être au millimètre près maintenant parce que justement, on était tellement précis
dans d'autres projets que c'était compliqué. Et aujourd'hui, on a trouvé des techniques qui nous permettent de gagner un peu de marge. Mais c'est avec des photos, des vidéos et des prises de cotes. Et on essaye de pouvoir être étanche, c'est-à-dire coller contre le mur, contre le plafond, et sans prendre des risques à distance. C'est un défi. Merci, Giovanni. Alors, il y a une question pour vous, Bruno. Comment combinez-vous la partie scan et la partie photogrammétrie drone? La photogrammétrie, on a des logiciels qui sont prévus pour ça, en fait. Notamment sur Autodesk. Et après, ça, c'est un peu technique qui n'est pas la mienne, malheureusement. Mais en fait, ça pourrait d'ailleurs être intéressant. Et quand on a besoin de faire des prises d'un point de vue bâtiment, on a un portatif, les scanners un scanner qui est excellent d'un point de vue parce qu'il utilise assez Navis. Et donc, du coup, on arrive en faisant du marquage de points au sol essentiellement, avec des bombes de chantier ou avec des cibles. On arrive à faire une fusion en fait, du fichier qu'on arrive à avoir par drone et du fichier qu'on arrive à avoir sur les scanners portatifs. Et le tout nous permet d'avoir un ensemble modélisé en 3D exploitable. Ouais, c'est intéressant. Nous, on aimerait bien partir là-dessus bientôt. Bah, du coup, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin. C'est vrai que c'est une grosse composante dans notre métier d'avoir. J'aurais bien aimé avoir les slides que j'avais préparés pour vous montrer les rendus qu'on arrive à avoir, parce qu'on arrive quand même à avoir des très très belles précisions, enfin vraiment une précision chirurgicale au niveau des modélisations 3D. Surtout que, après pour la prise de cote et compagnie, ça se fait directement sur l'ordinateur où on sélectionne 2 points et on a au centimètre combien ça fait, quoi. Donc c'est vrai que pour les bâtiments, ça pourrait être intéressant. Moi, je voulais un peu revenir sur Fusion 360 et sur l'outil en tant que tel. Si vous pouviez me donner, selon vous, les points forts aujourd'hui de Fusion 360. Pour ma part, clairement, l'impression 3D. Le côté intuitif du logiciel, parce que j'ai eu la chance de faire aussi du 360. Au niveau de l'interface intuitive, c'est un régal. Et au niveau de la facilité derrière pour un travail, c'est vraiment excellent. Pour l'instant, on ne travaille pas. Ce qui est présentation de pièces, pour l'instant. Mais c'est vrai que Fusion a une grosse avancée par rapport à d'autres logiciels qu'on peut trouver. Moi, de notre côté, on utilise Fusion parce qu'il est très très versatile. On finit par utiliser presque toutes ses fonctionnalités. On utilise beaucoup des rendus, mais des fois aussi du generative design pour optimiser nos impressions. Et voilà, toute l'équipe, nous, on l'utilise. Chacun à sa manière, ce qui c'est bien qu'on peut utiliser le logiciel pour faire la même chose de plusieurs manières différentes. Donc, c'est simple, mais très, très efficace. Simple utilisation. Pardon. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, en effet, sur le recrutement et les possibilités, les emplois disponibles dans vos entreprises respectives. Alors, comme le précise Benjamin,
Il y a un job dating qui est organisé du coup aujourd'hui à 15h15 et demain, pareil, à la même heure. Donc, du coup, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite du coup, à rester connectés jusqu'à cet après-midi et même demain. Du coup, on se fera un plaisir de vous mettre en relation voilà, avec nos différents experts. Voilà, alors je partagerai, je pense, du coup, la présentation finale de Bruno, parce qu'il y avait quelques questions sur les images. Je suis désolée, on a eu un petit souci technique, mais ça fait partie des aléas du live. Je tenais du coup à vous remercier, messieurs, pour vos présentations, pour votre retour d'expérience. Ça nous a permis de voir concrètement comment on peut utiliser aujourd'hui Fusion 360 dans des domaines qui sont très différents. Donc, c'est un éclairage qui est toujours très enrichissant. Voilà, je vous invite, si vous pouvez, à rester du coup networking qui va commencer du coup dans quelques minutes. Donc, on va basculer du coup sur la vue networking. Vous allez pouvoir vous balader sur les différents étages du salon, sur les différentes tables, pour justement échanger du coup avec nos speakers aujourd'hui présents, mais aussi voilà, différents utilisateurs 360. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, on a une session de 30 minutes de networking. Pensez à allumer votre caméra, votre micro pour justement échanger avec les participants du salon. Je vous remercie beaucoup, Bruno, Giovanni, et je vous invite, si vous le pouvez, du coup, à rester quelques minutes sur la session networking. Merci à vous. À tout de suite. Merci beaucoup. À bientôt.